pont des Corbeaux. Chapitre 13. Arrestation. Lucie, mardi 25 juillet 1944. Depuis hier, Hugo est à Paris. J'ai repris le travail depuis 4 jours et je passe voir Mathilde chaque soir. J'en ai besoin. Car dès que je me retrouve seule dans ma petite chambre de l'hôpital, je pense à mon amoureux. Où est-il à ce moment même? Que fait-il? J'espère qu'il ne court aucun danger. Nous ne sommes séparés que depuis 5 jours. L'été est bien avancé. C'est la période où il y a le plus d'orages dans la vallée. Je suis inquiète. Je mange peu. Tout me semble avoir le même goût. Lorsque je viens voir Mathilde, elle me prépare des plats que j'aime. Elle sait ce que je vis. Elle, cela fait 4 ans qu'elle se languit de son fiancé. Personne mieux qu'elle ne peut comprendre ce qui me passe par la tête, du moins en partie, car ma situation est plus compliquée. L'homme qui hante mes pensées est allemand, et essaie sans plus. Pas le genre qui a bonne presse dans la vallée en ce moment, et où que ce soit en France d'ailleurs. En attendant, elle me force à avaler ce qu'elle me prépare, arguant qu'Hugo ne voudrait certainement pas retrouver un sac d'os le jour où il viendra me rejoindre. Je viens justement de quitter Mathilde, qui m'a accompagnée jusqu'à la gare, ce mardi 25 juillet, alors que je rentre vers Valorcine. Elle m'a laissée à l'entrée de la gare, car elle a rendez-vous avec une cliente. Je suis en train d'attendre sur le quai lorsque je suis abordée par 2 hommes en uniforme noir, qui me demandent mes papiers d'un ton sec. Ces uniformes noirs me remplissent toujours d'effroi. Cependant, je n'ai rien commis de répréhensible depuis bien longtemps, et je suis certaine qu'ils ne trouveront rien de compromettant sur moi. J'attends patiemment que les 2 hommes examinent les documents que je leur ai remis. « Mademoiselle de Villa, vous allez devoir nous suivre. »« Que se passe-t-il » demandai-je. « Mes papiers sont en règle. Pourquoi dois-je vous suivre ?»« Vous le saurez en temps et en heure. » Ils me prennent chacun par un bras et m'obligent à monter dans une voiture noire garée non loin de là. J'obtempère sans montrer plus d'opposition. À mon grand étonnement, ils ne s'arrêtent pas devant l'hôtel Beau Séjour, mais continuent leur route dans la direction des Ouches. J'ai bien essayé de savoir où ils m'emmènent, mais aucun des 2 hommes ne me répond. Je sens la sueur couler le long de ma colonne vertébrale. Je ne vois que 2 endroits où ces policiers peuvent m'emmener, Annemasse ou Annecy. Mes parents, Mathilde et même Gustave vont s'inquiéter. J'ai été arrêtée en plein jour à la gare. Parmi les personnes présentes et qui ont vu ces hommes m'interpeller, il doit bien y en avoir une qui me connaît et avertira mes parents. Je m'enferme dans ma bulle et focalise mes pensées sur Hugo et les moments heureux que nous avons vécus tous les 2. Cela a au moins pour effet de calmer les battements anarchiques de mon cœur. Je suis comme dans du coton et n'en émerge que pour voir la pancarte indiquant la direction de la Roche-sur-Foron. Ainsi, nous allons à Annecy. Je me réfugie de nouveau dans mon monde onirique. Le véhicule noir stoppe devant la Villa Schmidt, au numéro 19 de la rue d'Albigny, juste à quelques mètres d'un barrage que les Allemands ont mis en place. Je connais l'endroit, puisqu'Hugo m'avait montré où il travaillait lorsque j'étais venue le rejoindre. Je sais par lui qu'il s'agit du siège du Gréco et aussi de la Gestapo. Je vais bientôt savoir ce qu'on me reproche. Je suis emmenée dans une pièce seulement éclairée par un soupirail et sommée de m'asseoir sur une chaise, les mains ligotées dans le dos. Hugo doit revenir pour le 15 août, il me sortira de là. Mais le 15 août est encore loin, près de 2 semaines. Qu'est-ce que ces hommes vont faire de moi? Si seulement je savais ce qui m'est reproché. De nouveau, je perds la notion du temps. Je rentre en moi-même et émerge de temps à autre. À un moment, je m'aperçois que la nuit est tombée, puis je replonge dans mon monde intérieur, mon seul rempart contre l'angoisse. Je sors de ma léthargie lorsque le plafonnier s'allume soudain, répandant une lumière blafarde. D'abord ébloui, je ne vois que des ombres. Petit à petit, je distingue mieux les 3 hommes en uniforme noir qui viennent d'entrer. L'un d'eux ne m'est pas inconnu. C'est un officier,
Je l'avais vu un soir où Hugo m'avait emmené au restaurant. Il était avec sa maîtresse, une Française. Mon amoureux m'avait expliqué qu'elle assistait parfois aux interrogatoires. Je me souviens avoir eu un haut-le-cœur lorsqu'il m'avait révélé cette information. J'avais préféré oublier le nom de cet individu, dont le visage avenant pouvait être trompeur, comme j'avais oublié le nom de la maîtresse de cet officier. Quant aux 2 autres SS, je ne les connais pas, à part l'un d'eux qui est venu jusqu'à Chamonix m'arrêter. Mademoiselle de Villa, vous êtes toujours aussi jolie que dans mes souvenirs, déclare l'officier. Je ne crois pas vous avoir été présentée, mais j'imagine que je n'ai pas été arrêtée parce que vous me trouvez jolie. Je suis déçue que vous ne vous souveniez pas de moi, mademoiselle de Villa, ou plutôt mademoiselle Duprat, puisque c'est sous ce nom que vous m'avez été présentée il y a quelques semaines. Je sens un froid glacial me pénétrer jusqu'aux os. Bien, mademoiselle Lucie, vous permettez que je vous appelle Lucie. Un prénom plus agréable à mes oreilles que Lucienne, poursuit le SS d'un ton doucereux, un sourire sardonique étirant ses lèvres fines. Ai-je le choix? Bien vu, Lucie, en effet, vous n'avez pas le choix. Belle Lucie, vous avez été dénoncée comme prostituée. Comme vous le savez, la prostitution libre est strictement interdite. Je reste muette de stupeur. Accusée de me livrer à la prostitution? Je n'en crois pas mes oreilles. Mais c'est complètement faux, m'insurgeai-je. Je ne suis pas une prostituée. Je suis infirmière diplômée et j'exerce à l'hôpital de Chamonix. L'un n'empêche pas l'autre, Lucie, réplique l'autre du même ton patelin. Jamais de la vie, me révoltai-je. Qui s'est permis de m'accuser de ces horreurs? Mais moi, ma chère Lucie, je vous ai vue moi-même avec un de nos hommes, ici, à Annecy, et votre relation ne semblait pas vraiment platonique. L'Oberscharführer Steinert, devenu il y a peu Hauptscharführer, est un de vos clients. Je le regarde, la bouche entr'ouverte. Pourquoi cet homme m'accuse-t-il de me prostituer? Avec Hugo en plus. Que puis-je dire sans mettre Hugo en danger? Mais le Hauptscharführer Steinert est un de mes anciens patients. C'est moi qui lui ai sauvé la vie lors de son accident en janvier. Nous avons sympathisé, c'est tout, annonçai-je d'une voix étranglée. Sympathiser? Vous avez une façon particulière de sympathiser, Lucie, en couchant avec lui. Peut-être aussi pour lui soutirer des informations et les transmettre aux terroristes. Je n'ai jamais cherché à savoir quoi que ce soit sur son travail. Et il n'a jamais été question d'argent entre lui et moi, m'écriai-je indiqué. Tiens, vous avouez donc avoir couché avec lui. Je me mords les lèvres et préfère ne pas renchérir. La situation ne peut qu'empirer si j'en dis trop. Qui ne dit mot consent, poursuit l'officier. De toute façon, j'ai un témoin oculaire. L'Oberscharführer Müller, ici présent, vous a suivi un soir à Chamonix et vous a vu, vous et Steinert, dans une position qui ne laissait aucun doute sur ce que vous étiez en train de faire tous les deux. Bon sang! Hugo était donc surveillé. Je ne dois absolument rien dire qui puisse le mettre en danger. Ces hommes ne doivent pas connaître son véritable rôle. Alors, Lucie, si tu es aussi gentille avec moi qu'avec Steinert, nous te libérerons peut-être. Après tout, le rôle d'une prostituée n'est-il pas de nous donner du plaisir? Le regard de l'officier qui me fixe me met mal à l'aise, autant que ces mots. Je sens mes jambes trembler. Tu n'es plus vierge depuis un moment, et d'après Muller, tu sembles apprécier la chose. Terrifié, je le vois défaire son ceinturon et le jeter sur la table derrière lui. Puis il m'attrape par les cheveux, tirant avec force dessus pour maintenir ma tête en arrière et pour que ma bouche s'ouvre d'elle-même, tandis qu'il ouvre son pantalon. Il m'enfonce son membre dans la bouche, malgré mes protestations et mes gémissements. Je suis tétanisée. Mes larmes semblent exciter encore plus l'officier, qui lâche mes cheveux et prend ma tête dans ses mains pour m'imposer son rythme. Je ne contrôle plus mes hauts le cœur et crois défaillir plusieurs fois. L'odeur de cet homme m'écœure, me donne envie de vomir autant que les va-et-vient de son membre entre mes lèvres, accompagné du cliquetement
des insignes qu'il porte sur sa veste, mais je me sens aussi inerte qu'une poupée de chiffon. J'ai tout de même un sursaut d'énergie et le mords de toutes mes forces. S'ensuit un cri effroyable de l'homme. « Sale petite pute, tu vas me le payer, rugit-il, en me décochant une gifle monumentale. Je ne le vois pas saisir son ceinturon laissé sur la table, mais je le ressens quand il l'abat sur moi. Il me frappe avec fureur, avec la lanière de cuir épais. Ma fine robe d'été se macule de sang sous la violence des coups. Je pleure et hurle. La terreur remplace la résignation que j'avais montrée auparavant. Je prie intérieurement que Dieu me vienne en aide. Rouge de colère, l'officier s'arrête, contemplant le spectacle. Une pauvre fille recroquevillée, incapable même de protéger sa tête et son visage, à cause de ses poignets liés dans le dos. Il souffle comme un bœuf. Puis il me saisit par le haut de ma robe et me fait m'allonger à plat ventre sur la table. Je sens le bois froid sous ma joue. Je suis prise au piège et sens qu'il remonte ma robe jusqu'au-dessus des fesses et qu'il arrache ma culotte avant de passer une main dans mon entrejambe. Tout geste de recul est vain. Il me maintient d'une main pendant que je l'entends cracher dans l'autre pour barbouiller mon intimité de sa salive. « S'il vous plaît, non !» ai-je juste la force de supplier. « Tu ne disais pas non quand c'était Steinert, petite salope !» réplique-t-il sèchement en s'enfonçant d'un coup en moi. Je pousse un hurlement perçant qui fait sursauter les deux autres SS. Je supplie encore l'officier d'arrêter, mais comme si mes supplications l'excitaient encore plus, il accélère le rythme de ses coups de boutoir que je subis comme des coups de poignard. À force de hurler, j'ai l'impression que mes cordes vocales se brisent, car mes cris se transforment en gémissements. Je n'ai plus la force de lutter, vaincu. Une flaque de larmes s'est répandue sur le côté droit de mon visage, aplati contre le bois de la table et dans mes cheveux. Je sens les derniers coups de rein contre mes fesses, puis un grognement. Enfin, l'officier se retire. Sa semence coule le long de mes cuisses et je glisse au sol, le corps endolori. Je pensais que c'était fini, mais hélas, c'est loin d'être le cas. L'ombre d'un autre homme me cache un instant la lumière blafarde du plafonnier. Je l'entends se défaire de son ceinturon et ouvrir son pantalon. « Je vous en supplie, non !» Les hommes en noir échangent un sourire, pendant que l'officier remet de l'ordre dans sa tenue pour retrouver une allure irréprochable. Celui qu'il a désigné sous le nom de Müller me relève et me force à reprendre ma position sur la table. « Tuez-moi plutôt, s'il vous plaît. » L'officier, en m'entendant, dégaine une dague et l'approche de mon cou, me tirant les cheveux en arrière. « C'est ce que tu veux ?» s'enquire-t-il en enfonçant légèrement la lame dans ma nuque, afin que je sente bien le métal froid, mais sans qu'il l'enfonce. « Oui. Voyez-vous cela ? Eh bien, on ne tue pas les femmes pour prostitution. On n'est pas des sauvages. Nous avons d'autres projets pour toi, ma belle, ironise-t-il. À nouveau, je sens un membre contre mes fesses, celui de Müller, qui a remarqué les traces sanguinolentes laissées par les menottes sur mes poignets. Si tu ne te débats pas, je t'enlève les menottes, d'accord ? Je fais signe que oui, et il me détache. Je suis au bord de l'évanouissement. Le SS me pénètre avec moins de violence que son supérieur. Je suis résigné. Libéré de mes liens, j'aurais pu me débattre, me retourner, lui mettre un coup de genou, mais à quoi bon ? Je risque d'être puni encore plus sévèrement. Je songe alors aux tortures que subissent les résistants. Certainement bien plus dures que ceux que j'endure. Le SS met un temps infini à finir. Je ne vois pas son visage, mais lui se délecte de ce moment. Enfin, il se vide en moi. Le troisième prend alors sa place, mais je me suis réfugiée dans mon monde à moi. L'homme en a d'ailleurs terminé rapidement. En se retirant, il redescend ma robe pour recouvrir mes fesses. Je me laisse glisser au sol, sans réaction. Les derniers mots que j'entends me glacent. C'est ce petit con de Steinert qui va avoir une surprise à son retour. Découvrir que sa belle blonde a été arrêtée. Je me chargerai moi-même de lui apprendre que sa pute a été déportée. Quand il reviendra, elle sera déjà loin. Il ne pourra plus rien faire. Bien fait pour lui, entends-je cracher Müller. C'est moi qui aurais dû monter de grade, pas cet abruti. Dommage, je l'aurais bien gardé pour moi, sa Lucie. Sacré beau brin de fille. Ils éclatent tous d'un rire gras. Je perds conscience à ce moment.
Je demeure longtemps sur le sol, au pied de la table. Lucie, mercredi 26 juillet 1944. Lorsque je reprends conscience, il fait jour. Chaque partie de mon corps meurtri me met au supplice. Mon crâne si violemment empoigné par les cheveux, mes bras, mes jambes, mon dos frappé jusqu'au sang à coups de ceinture, et enfin mon intimité, d'où coule un minuscule filet de sang éclairci par le sperme des 3 hommes qui s'y mêlent, tant ces sauvages m'ont malmené. Je pense à Hugo, et les derniers mots des SS me reviennent. C'est de lui qu'ils voulaient se venger. Jusqu'où peuvent aller ces monstres contre l'homme que j'aime? Ils avaient attendu qu'il soit loin pour s'attaquer à moi, et ils avaient prévu de me déporter. Je sais pertinemment que personne ne les en empêchera. Je pleure silencieusement. Reverrai-je un jour Hugo? Les Alliés vont bien finir par arriver. Ils ne vont pas continuer indéfiniment à piétiner en Normandie. Un soldat entre dans la pièce et me somme de le suivre. Il m'emmène dans une cellule, où quelques minutes après on m'amène une soupe claire, avec un bout de pain rassis. Comme une somnambule, je bois la soupe pour étancher ma soif et garde le morceau de pain pour plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas faim. En début d'après-midi, on me fait monter dans un camion avec d'autres détenus, certains dans un état pitoyable. Bien plus que le mien sans doute. Je n'ai plus de voix, sinon j'aurais peut-être osé demander où on nous emmène. Je m'aperçois assez vite que nous allons vers Lyon. Logique. La Cibo SD d'Annecy dépend de Lyon, comme me l'avait expliqué Hugo. Certains résistants qui partagent mon sort pour l'instant ont entendu parler du chef de la Gestapo de Lyon, un certain Clarus Barbie, et de sa sinistre réputation. Ne le surnomme-t-on pas le boucher de Lyon? Je me retrouve finalement dans une cellule de la prison de Montluc. Dans un roulement d'acier, les portes du fort se referment après m'avoir englouti, comme beaucoup d'autres. Depuis cet été 1944, cet endroit est devenu un lieu d'internement, de transit et aussi un réservoir d'otages. Les clés tournent devant moi, les portes se referment derrière. Je ne sais vraiment pas par où je suis passé, mais je suis à présent dans un couloir de pierre, avec tout au long des portes et au-dessus de moi une triple balustrade superposée et à chaque étage 2 soldats qui font la ronde. Une pancarte indique « Frauensektion ». Un soldat appelle et du fond du couloir apparaît une femme SS, des cheveux clairs, l'air peu avenant. D'un comme autoritaire, elle me mène dans le couloir, ouvre une de ses nombreuses portes et me pousse rudement dans une cellule. Le sol est en terre battue, avec une paillasse, et au-dessus de la paillasse, en levant la tête, je vois des barreaux qui laissent passer un air chaud, et dans un coin, un seau. D'un seul coup, je ressens toute mon impuissance. La prison s'est refermée sur moi. Alors je m'assieds sur la paillasse et je pleure. Tout juste entends-je une voix me dire qu'il faut être armé pour la prison, que je dois faire attention à tout ce que je dis. Attention aux moutons, ces femmes mises dans les cellules pour espionner. Je suis tirée de mon abattement, soudain anxieuse par un bruit de pas et de clés. La lourde porte tourne sur elle-même, s'ouvre et se referme avec un bruit de ferraille. Les pas s'éloignent dans le silence et la nuit. Alors, j'ouvre les yeux. Un faible rayon de lune me permet de deviner une nouvelle présence. Un visage très pâle avec des yeux sombres, apeurés. « Où suis-je » dit la silhouette dans un sanglot avant de s'effondrer sur la paillasse à côté de moi. Et elle se serre instinctivement contre mon flanc. « Il ne faut rien dire, c'est peut-être un mouton » répète la voix qui avait prononcé des paroles identiques lorsque j'étais arrivée. La jeune fille contre moi continue à sangloter, prononçant des bribes de mots à travers lesquels je devine que le père de la nouvelle arrivée, sans doute une résistante, a été tué, sa mère arrêtée comme son fiancé, et qu'elle se sent responsable de tout ce désastre. Je ne sais trop que faire, et lui conseille de prier. Mais les sanglots se poursuivent. Cependant, malgré les larmes silencieuses qui coulent sur mes joues, je me mets moi-même à prier en silence. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Sainte Marie, Mère de Dieu. Les minutes paraissent des siècles, mais je finis par m'assoupir. Lucie, jeudi 27 juillet 1944.
Lorsque la lumière du jour illumine la triste cellule, je réalise que nous sommes 5 femmes par terre, serrées les unes contre les autres, dans une cellule d'à peine 4 mètres carrés. Soudain résonne un cri. Aufstehen! Debout. Quelques instants après, la porte de notre cellule s'ouvre, mais personne ne bouge. Je me demande si on nous amène une nouvelle compagne. Mais la voix de l'Allemande hurle. Café, Schnell! Ici, vous êtes en prison. Le tout accompagné d'autres mots en allemand que je ne comprends pas, à part qu'il doit s'agir d'insultes. Alors, j'imite les plus anciennes, me lève, vais à la porte, ramasse un récipient posé à terre, remercie et la porte claque. C'est le café. En réalité, du jus noir sur lequel flottent des yeux gras, sans doute issus de la gamelle sale et graisseuse. À cette vue, j'ai envie de vomir. Mais je me raisonne. Au moins, c'est chaud, et je dois m'hydrater afin de pouvoir affronter la journée. Je bois donc l'infecte mixture, feignant le même naturel que lorsque je dégustais un délicieux café crème au bar du coin avant la guerre. Mais mes traits m'ont trahi, car ils se sont contractés et ma bouche s'est crispée de dégoût et d'écœurement. À son tour, la jeune fille qui est arrivée juste après moi boit. Toutes suivent notre exemple, et les gamelles sont bientôt vides. Nous nous sommes ensuite retrouvées toutes les 5, les unes derrière les autres, dans le couloir de la prison, celui-là même par lequel je suis arrivée hier. Autour de nous, ce n'est que cris, ordres brefs, claquements de talons, discussions. Puis l'Allemande ordonne sèchement « En avant, mesdames, fouille !» Alors, nous avançons en file indienne, gardées à l'avant et à l'arrière, jusqu'à une petite pièce carrée, meublée d'une table, d'un banc et dans un coin d'un poêle. Nous sommes sommés de nous asseoir toutes les 5 sur le banc et la fouille commence. Il faut que nous nous déshabillions une à une et que nous nous tenions nus, debout devant la femme en uniforme. Au fur et à mesure, elle arrache des mains chaque vêtement ôté, le tord dans tous les sens, inspecte soigneusement chaque centimètre carré et vérifie l'absence d'objets par transparence, tout cela sans perdre des yeux les autres victimes qui attendent sur le banc. Si une attitude la contrarie, elle se met à hurler comme une possédée. Tout objet suspect est mis de côté. Elle nous fait lever les bras, nous demande de nous baisser, de plier les genoux en les écartant pour visiter tout ce qui pourrait servir de cachette. Elle nous fait ouvrir très grand la bouche et avec des gestes brusques, elle passe une main dans les chevelures des unes et des autres pour en arracher barrettes et peignes, avant d'indiquer d'une voix agressive le mur près de la porte, où il faut se ranger et se rhabiller à la vitesse grand V. Nous nous retrouvons dans la cour. On nous a tout confisqué. Bijoux, argent, lunettes, poudre, tout, sauf nos vêtements. Nos objets de toilette nous seraient rendus par la suite. Nous revoilà toutes les 5 dans le couloir de la Frauensektion. Ce couloir avec ses portes, à intervalles réguliers, surmonté d'un numéro blanc et percé d'un Judas. Je suis la première. L'Allemande vient à moi et me fait signe de la suivre. La porte s'ouvre et un coup de poing dans le dos me jette en avant. Devant moi se trouve une cellule semblable à celle où j'ai passé la nuit et où gisent des corps. Je reste là, un moment interdite, ne pouvant retenir mes larmes, appuyée contre le mur près de la lourde porte. « Ah, les nouvelles, toujours en train de chialer !» s'exclame une voix. Au moins celle-là, elle le fait sans bruit. « Foulue la paix !» intervient une autre. S'ensuit un brouhaha auquel je reste indifférente. « Il y a de la place sur la paillasse, si tu veux, » dit la voix qui a demandé qu'on me laisse en paix. Je finis par m'asseoir sous le regard de 4 paires d'yeux curieux. « Moi, c'est Louise, Loulou pour les intimes, » dit celle qui a parlé à mon entrée. « J'ai 29 ans, je suis de Chambéry, ça fait un mois que je suis là. »« Depuis le temps que tu nous le serines, on commence à le savoir comment tu ne vois. Et puis on dit je suis là et non je suis là. » La remarque fait rire Loulou. « Si tu veux, rétorque-t-elle. Les yeux machin, là, c'est Josette, 50 balais. Et ça, c'est Annette, 33 ans, le cerveau de la bande. C'est une maîtresse d'école, ajoute Lulu en aparté. Et là, c'est notre bébé, Catherine, 22 ans. « Pourquoi es-tu là ?» demande justement Catherine. « Je transmettais des messages pour les résistants, dis-je de ma voix cassée, ne me voyant pas raconter que j'étais arrêtée soi-disant pour prostitution illégale. »« Tu viens d'où ?» poursuit la Benjamine du groupe. « De Chamonix. J'y suis infirmière à l'hôpital. »« T'as pas l'air bien vieille non plus. »
j'ai 23 ans. Bon, maintenant ça suffit, Catherine, fous-lui la paix. Puis le petit groupe reprend, une conversation que mon arrivée a dû interrompre. Je me mets donc à observer ce qui se passe autour de moi, et surtout mes compagnes de cellule. Lucie, vendredi 28 juillet 1944. Au bout de 2 jours, je connais déjà beaucoup de choses sur mes co-détenus. Josette, la plus âgée, est aussi large que haute, avec un visage rougeaud, bien joufflu, mais surtout des petits yeux rieurs et une tignasse brune toute bouclée. Elle est attifée d'une robe volantée d'un rouge vif qui la fait ressembler à un pouf. Avant d'arriver à Montluc, elle était emprisonnée à Saint-Joseph, la prison des droits communs de Lyon. Elle aime parler d'elle et surtout de sa petite chienne, sa petite fille comme elle l'appelle, et elle se demande bien qui s'occupe d'elle à présent. Apparemment, Josette est une vraie mère poule pour les plus jeunes, et les autres lui rendent bien, et la consolent lorsqu'elle se met à pleurer en pensant à sa petite fille. En dehors de sa chienne, sa grande préoccupation est de manger. Selon elle, manger et dormir sont des conditions pour bien se porter. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort. Louise, dite Loulou, au contraire de Josette, est mince mais musclée, avec une tête volumineuse par rapport à sa petite taille. Sa robe grise toute simple, comme celle que portent en général les orphelines, fait paraître son teint terne, un peu jaunâtre, et fait ressortir ses yeux très sombres, presque noirs. Et j'ai vu juste. Loulou avait en effet perdu ses parents très jeunes. Elle avait été recueillie par sa tante, blanchisseuse, et avait donc travaillé de bonne heure. Pour elle, la prison, c'est du repos, car sa tante ne l'avait pas ménagée, la traitant en esclave et la rouant de coups à la moindre occasion. À 13 ans, elle travaillait 10 heures par jour. Elle avait bien essayé de se sauver un jour, et elle avait été violée. Pour se débarrasser d'elle, sa tante l'avait mariée avec un gars qui n'était pas un mauvais bougre, dont elle avait eu un enfant, qui a aujourd'hui 9 ans. Elle ignore ce que son mari et son gosse sont devenus. Son mari a certainement été fusillé, mais elle veut croire qu'il n'en est rien. Dans ces moments-là, son moral vacille. Annette reste toujours calme, assise sur la paillasse, son regard perdu dans l'espace. Son arrestation l'ennuie surtout pour ses élèves, car l'année scolaire n'était pas finie lorsqu'elle avait été arrêtée. Elle n'aime pas rester sans rien faire. Aussi, elle avait déchiré une partie de sa chemise et avait décrété d'en faire un mouchoir, avec des jours, après en avoir tiré des fils, et qu'elle serait libérée lorsqu'il serait fini. Le hic, c'est qu'elle n'avait ni fil ni aiguille pour son ouvrage, comme lui avait fait remarquer Josette. Cependant, Loulou l'avait encouragée, lui promettant de lui procurer le matériel manquant. Ce qu'elle avait fait. Depuis, Annette avance dans son ouvrage. Catherine, grande, musclée, le teint mat, une bouche encore enfantine, est toujours assise à côté d'Annette. Lorsqu'elle rit, son visage s'illumine, mais elle ne rit pas souvent. Elle ne pleure pas non plus, mais ses yeux marrons sont souvent un peu trop brillants, et son menton tremblant trahit son chagrin qu'elle s'efforce de dissimuler. Elle a souvent un œil collé au Judas. J'ai compris à travers un rêve que la jeune femme avait fait qu'elle cherche à voir Jean-Paul, son fiancé. D'ailleurs, lorsque la lourde porte s'ouvre pour laisser passer la soupe ou le pain, Catherine se précipite les yeux levés vers les balustrades qui surplombent le couloir. Mais l'Allemande fait pleuvoir les coups sur elle avant que la porte claque. Mais lorsqu'elle réussit à voir son Jean-Paul, Catherine est transfigurée. J'ai appris qu'ils avaient été arrêtés la veille de leur mariage, pour une imprudence. J'ai aussi découvert que Loulou a un moyen de communiquer avec les autres cellules. Elle appelle cela le téléphone. Avec la cuillère qui sert au repas, elle tape 3 coups contre le mur. Le même signal répond de l'autre côté. Alors, Annette va se placer près de la porte pour guetter et Loulou commence à taper le nombre de coups correspondant à une lettre de l'alphabet, s'arrête, puis reprend ses coups pour la lettre suivante, et ainsi de suite. Puis Loulou pose la cuillère et attend que le message soit transmis de cellule en cellule. Les coups réguliers s'éloignent comme des ondes sonores et s'évanouissent dans l'épaisseur des murs. Finalement, les coups reviennent, parfois de très loin. Ils se rapprochent de cellule en cellule et soudain, Loulou reçoit la réponse. Annette guette toujours à la porte. Les messages sont longs à transmettre, mais c'est une distraction, un réconfort de se sentir liés les unes aux autres par ce lien invisible, la télégraphie sans fil. La plus grande partie des journées se passe à téléphoner. Nous connaissons ainsi toutes les nouvelles, les potins de la prison, et communiquons nos impressions.
Chaque soir et chaque matin, nous souhaitons ainsi aux 2 cellules voisines « Bonsoir, dormez bien » et « Bonjour, bonne chance ». C'est un moyen de résister, de tenir et de vaincre. À Montluc, en cette fin juillet 1944, il y a semble-t-il des prisonniers partout, jusque dans les douches, les toilettes, le réfectoire, les caves et les ateliers. Et en face de la cellule que j'occupe avec mes codétenus, dans la cour, se dresse une grande baraque en bois. Loulou m'a expliqué qu'un grand nombre d'hommes juifs y étaient enfermés, aux côtés de résistants. Et c'était pour ça qu'on appelait cette baraque en bois la baraque aux juifs, que les Allemands nommaient d'ailleurs la Judensektion. L'un de ces Israélites s'était débrouillé, personne ne sait comment, pour conserver une montre. Or, un détenu d'une des cellules du rez-de-chaussée avait pu atteindre le juif possesseur de montre. Ils avaient établi un code que tout le monde avait appris depuis, celui que Loulou utilise pour téléphoner, ainsi qu'une convention pour l'heure. H étant la 8e lettre, le mot heure était représenté par 8 coups. Un quart par un toc, une demi par toc-toc et 3 quarts par toc-toc-toc. Alors, dès qu'un ou une détenue voulait demander l'heure, il ou elle tapait avec la cuillère en bois SVPH. De mur en mur, la question arrivait à la dernière cellule de gauche du rez-de-chaussée qui prévenait le juif. Celui-ci répondait quelques minutes après. Mais il annonçait aussi chaque jour midi et 6 heures, ce qui correspondait à l'heure de la soupe, en tapant sur sa gamelle soit 12 coups, soit 6 coups. Mais un matin, à 3 heures, les détenus avaient entendu beaucoup de noms dans la section des Juifs. Elles savaient toutes ce que cela voulait dire, et plus personne n'a entendu les coups sur la gamelle depuis. Je me perds souvent dans mes pensées, qui m'emmènent systématiquement vers Hugo. Où est-il en ce moment? Que fait-il? J'espère qu'à un moment donné, il apprendra que j'ai été arrêté. Il trouvera certainement une solution. Mais alors me reviennent en mémoire les paroles des collègues de mon amoureux. Manifestement, ils voulaient se venger de lui en s'attaquant à moi. Ils avaient fait en sorte qu'Hugo ne me retrouve pas. Dans ces moments de détresse, je m'isole et essaie de ne penser qu'au bon moment, aux promesses que nous nous sommes faites. Puis le quotidien se rappelle vite à moi lorsque j'observe mon environnement. Loulou est celle qui arrive à me ramener un sourire lorsqu'elle décrit notre logement idéal. Quoi demander de mieux, les filles? Nous avons tout ce qu'il faut dans un gourbi d'un peu plus de 2 mètres sur 1,70 m à vue de nez, qui sert de chambre à coucher, salle à manger, salon, cuisine, parc privé de chasse à la punaise et WC. Tout sous la main, sans placard ni meuble, c'est-à-dire ménage minimum, entretien facile. Le problème le plus épineux est la tinette, et plus précisément le petit renfoncement qui lui est réservé. Le fameux seau réservé à nos besoins contient parfois de la javel, mais pas souvent, et a normalement un couvercle, mais on est souvent dépourvu. Donc, l'impact olfactif est inévitable. Pour réduire la répétition des effluves désagréables, Loulou fait le gendarme, et l'accès à la tinette est réglementé. Elle seule donne des autorisations exceptionnelles quand l'une des codétenues n'y tient plus. Il faut aussi déterminer qui va dormir le soir près de ce lieu d'aisance. Loulou a donc proposé 3 lieux éloignés de la tinette. Le coin de la porte plein de courant d'air, faisant courir le risque d'une pneumonie, celui de la fenêtre au fond à droite infesté de punaises, ou celui du fond à gauche sous la tablette de pierre et son manque d'air. Mais son argument massu est qu'en respirant par la bouche, le coin de la tinette est finalement le plus avantageux, car il permet d'être première loge en cas de problème, sans réveiller les autres, ce qui génère généralement des insultes. Tout bénef, avait-elle conclu. Au final, un roulement a été établi. Chacune à tour de rôle couche près de la tinette. Une autre source de satisfaction est venue de Josette et de son corset. Je n'avais jusque-là aucune idée des avantages de cette pièce de lingerie. Au contraire, je n'y voyais qu'un objet de torture qu'enduraient les grands-mères. Mais qui dit corset dit cordon et baleine. Et je me suis rendu compte qu'on peut en tirer de multiples usages insoupçonnés. Les baleines, souples et flexibles, peuvent servir de couteau pour couper le pain en tranches ou étaler la margarine dessus sans avoir à le faire avec les doigts. Une a été réservée à la chasse aux punaises au lieu de les écraser avec les pouces. Et les cordons tendus en travers de la cellule servent à étendre le linge.